Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque Koubaba Sélection. http://koubaba.unif-paris1.fr/. Série Grammaire et linguistique. Stéphane Dorothée, à l'origine du signe, le latin signum 2006. Michel Fruyt et Sophie Van Laar, accent aigu DS. Adverbe et évolution linguistique en latin 2008. André Thibault Éditions. Gallicisme et théorie de l'emprunt linguistique 2009. Léon Nadjo, la composition nominale. Études de linguistique latine, texte réuni par F. Guillaumont et Desroussel 2010. Léon Nadjo, du latin au français d'Afrique noire, texte réuni par F. Guillaumont et Desroussel 2010. Claude Moussy, synonymie et antonymie en latin 2010. Olga Spevak, édition. Le syntagme nominal en latin. Nouvelle contribution 2010. Sophie Roche édition, Prier dans la Rome antique. Études lexicales 2010. Michel Fruyt Michel et Spevak Olga, accent aigu DS. La quantification en latin 2010. Jean-Paul Brachet, Michel Fruyt et Peggy Lecode, accent aigu DS. Les adverbes latins, syntaxe et sémantique 2012. André Thibault Éditions, Le français dans les Antilles, études linguistiques 2012. Alain Christol et Olga Spevak, accent aigu DS. Les évolutions du latin 2012. Michel Biraud Éditions. Dit continuité en linguistique latine et grecque. Hommage à Chantal Kircher-Durand 2012. André Rousseau, Grammaire explicative du gothique 2012. Charles Guittard et Michel Mazoyer, accent aigu DS. La prière dans les langues indo-européennes, linguistique et religion 2014. Charles Guittard et Michel Mazoyer, accent aigu DS. La fondation dans les langues indo-européennes, religion, droit et linguistique 2014. Georges Bogdan Tara, Les périphrases verbales avec ABO en latin tardif 2014. Odem Orelalizon et Jean-François Thomas, accent aigu DS. La causalité en latin 2014. Remerciements. Nous tenons à remercier pour leur soutien financier, à l'Université de Tours, l'UFR Lettres et Langues, dirigée par Jean-Michel Fournier, la filière Lettres, dirigée jusqu'en 2013 par Cécile Beaupoudron, ainsi que l'EA 6297, Interaction culturelle et discursive, dirigée par Monica Zapata, à Paris, le Labex Resmed, Religion et société dans le monde méditerranéen. Leur concours a permis la tenue de la journée d'études du 11 mai 2012 sur le vocabulaire latin de la divination, et la publication du présent volume qui en est issu. Notre gratitude va aussi à Michel Fruyt et Michel Mazoyer, pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ce livre dans la collection Koubaba, série Grammaire et linguistique. Introduction. Ce volume regroupe les communications présentées lors de la journée d'études, le vocabulaire latin de la divination, qui s'est déroulé à l'Université François Rabelais de Tours le 11 mai 2012 et a réuni des linguistes et des spécialistes de la religion romaine, dans la lignée de la précédente journée d'études sur le vocabulaire latin de la prière, 22 mai 2007. Il s'agit là d'une thématique qui s'insère dans les recherches sur les paradigmes de l'autorité menées à Tours par l'EA 6297, Interaction culturelle et discursive. Le recours à la divination était en effet, pour les magistrats romains, une manière d'asseoir leur autorité, en donnant à leur choix et à leurs décisions tout le poids que pouvait leur conférer l'accord des dieux. La divination dans l'Antiquité est un sujet qui a déjà donné lieu à de riches publications et à d'importants recueils collectifs, mais qui a plus rarement été étudié sous l'angle particulier de la sémantique. Notre projet est de compléter par des études lexicales les travaux déjà existants, afin de permettre, en lien étroit avec les textes antiques, de mieux définir les croyances et les pratiques divinatoires des anciens Romains. Les 3 premiers articles portent chacun sur un vocable particulier, signum, miraculum, omen. Stéphane Dorothée s'intéresse à signum, terme qui fut employé comme hyperonyme dans le domaine de la divination, et qui a évolué du sens général de signe, vers l'acception plus restreinte de présage,
Cette évolution est à mettre en rapport avec les mutations de la divination romaine qui accordent une place de plus en plus grande à la prédiction. Jacqueline Champeau traite de miraculum, un des noms latins du prodige, mais un parent pauvre, beaucoup moins étudié que les dénominations canoniques telles monstrum ou prodigium. Elle distingue 3 niveaux du miracle: le phénomène purement humain mais stupéfiant, ainsi l'exploit d'Horatius Cocles, le prodige douteux ou suspect, et enfin le bon prodige. Ce dernier emploi permet à saint Augustin de qualifier de miracula les miracles chrétiens. Enfin, Sophie Roche tente de décrire le plus finement possible, en diachronie, l'emploi du substantif omen afin d'en préciser la valeur fondamentale. Le sens le plus ancien semble être celui de signe verbal qui annonce l'avenir. Par la suite, omen servira à renvoyer à tout type de signe, oral ou non. Il faut noter en revanche que la notion de signe fortuit, souvent présentée comme constitutive de l'omen, n'est pas centrale pour ce mot dans les textes latins. Les 2 articles suivants sont consacrés à Cicéron, l'une des sources fondamentales pour notre connaissance de la divination romaine. François Guillaumont montre la richesse du vocabulaire cicéronien de l'inspiration. Vocabulaire du mouvement, de la chaleur, du souffle. Le lexique de l'inspiration prophétique repose sur un arrière-plan grec, notamment le Phèdre de Platon, et recoupe dans une large mesure celui de l'inspiration poétique. Bruno Poul, quant à lui, s'attache à la nécromancie, ensemble de pratiques qui n'appartiennent ni aux traditions romaines, ni encore moins à la religion publique de Rome. Pour les désigner, le latin de Cicéron recourt donc à des emprunts au grec ou à des mots qui relèvent d'un lexique détourné de son sens habituel. On connaît les liens étroits qui unissent la divination romaine à la divination étrusque. C'est sur la langue étrusque que porte, pour finir, l'article de Dominique Briquel, plus précisément sur les nominatusca transmis par Dioscoride, ces noms de plantes donnés comme étrusques, et sur leurs éventuels rapports avec la littérature sacrée de tradition tyrénienne. Ces 6 études, on l'aura compris, sont très loin de couvrir l'ensemble du domaine et laissent de nombreuses voies ouvertes à la recherche. Signum et significaire dans le vocabulaire de la divination, du signe au présage. Stéphane Dorothée, Université de Rennes 2. Semoussi, 1977/353, dans son étude de Monstrum, R. Bloch 1984, ou J. Champeau 2005/214, s'accordent chacun sur ce point. À Rome, les monstra ostenta, portenta et homina n'ont pas vocation à préfigurer l'avenir, mais à avertir. La plus ancienne divination romaine, réaffirme J. Champeau 2005/212, à la suite de Boucher-Leclerc, 1879 à 1882, se soucie peu de prédire l'avenir. Une seule préoccupation l'habite, obtenir pour l'action humaine l'assentiment, donc la garantie des dieux. Mais dès la fin de l'époque royale, les aruspices étrusques et les livres sibyllins grecs introduisent d'autres modes d'appréhender l'avenir. Avec eux s'installe dans la divination publique la prédiction. Puis au 1er siècle AV. J.C., en pleine époque républicaine, prédiction et pressentiment s'introduisent dans le vocabulaire et la théorie de la divination. Les noms du prodige, tels monstra, ostenta ou portenta, les substantifs désignant les signes que l'on entend ou que l'on observe, tels homina et auspicia, sont désormais susceptibles de dénoter des signes prédictifs. Si le fait est étonnant pour les vocables que nous venons de citer, l'est-il également pour signum, terme qui fut employé comme hyperonyme dans le contexte de la divination ? 1. Signum au sens de signe, en dehors du contexte de la divination. Y a-t-il une tendance du lexème à désigner un signe précurseur ? Dès l'époque archaïque, signum a signifié signe, mais les occurrences restent ponctuelles. En effet, Plaute ne l'emploie que 3 fois dans ce sens et le lexème n'y dénote jamais un signe précurseur. Dans les 3 occurrences, une action est considérée comme un signe que le locuteur interprète sans difficulté. Ainsi, dans l'exemple suivant, les applaudissements sont traditionnellement le signe que les spectateurs sont satisfaits du spectacle. Et si plaquimus nec audiofumus, signum hoc mitit qui pudicitiae ulti premium, plossum dat. Plaute capte 1035 à 1036. Et si vous le voulez bien et que nous ne vous avons pas ennuyé, envoyez-nous ce signe, il fait le geste d'applaudir. Vous qui voulez qu'il y ait une récompense pour la vertu, applaudissez. On peut dès lors définir le sens de signe de cette façon, ce qui renvoie à quelque chose d'autre et qui en est caractéristique.
Ce n'est qu'après l'époque archaïque que signum est à même de dénoter un signe annonçant un fait à venir, comme dans cet exemple où Suétone évoque la cruauté de Domitien. Et quo contemptus abuteritor patentia hominum, numquam tristiorem sententiam sine prefatione clementiae pronunciovit, ut non aliud aiam certus atroci exitus signum et setquam principi lenitas. Suétone tome 11. Et pour abuser avec encore plus de mépris de la patience des hommes, il ne prononça jamais une sentence de mort sans un préambule clément, si bien qu'il n'y avait désormais rien de plus certain comme signe d'une issue atroce que la douceur du prince. Ici, le comportement un peu trop prévenant de l'empereur envers un de ses sujets était le signe de sa condamnation à mort. Le rapport cause-conséquence, tout à fait cruel dans ce contexte, établi entre le signe et l'événement à venir qu'il indique, la mort du sujet, est d'autant plus attendu qu'il est devenu habituel. Mis à part quelques rares occurrences de cette sorte, c'est avant tout dans le contexte technique que signum a dénoté un signe annonciateur. Il faut alors se demander si cette dénotation s'explique par l'apparition d'un nouveau sens. Signum dénote un signe annonciateur parce qu'il signifie signe annonciateur, ou s'il ne s'agit que d'un emploi spécifique du sens de signe. 1.1. Le vocabulaire médical, les signa morbi en dehors des traités médicaux. En dehors des traités médicaux, c'est avant tout dans le contexte agricole qu'il est question de symptômes, ceux que l'on constate chez les bêtes. Ainsi dans les Géorgiques, Virgile reprend une expression qu'employait déjà Varron, RR2, 1 à 4 reprises, où causa et signum sont coordonnés. Morbi ou morborum est alors employé comme complément de détermination, morborum cocte causa et signa docebo, Virgile Géorgue. 3 440. Je vais également t'enseigner les causes et les symptômes des maladies. Les symptômes de cette maladie chez la brebis sont décrits un peu plus loin par le poète. La fièvre desséchante, le fait de brouter sans entrain la pointe des herbes et de marcher la dernière à la traîne ou de s'affaisser au milieu de la plaine en paissant. Ici le signum est le signe d'un fait actuel, par exemple la gale, il n'annonce rien. Le lexème signifie toujours signe, mais dénote un signe spécifique, celui d'une maladie. La traduction par symptôme n'est que le reflet d'un emploi d'un terme qui s'est spécialisé dans le vocabulaire médical, comme le souligne le rapprochement contextuel avec morbus et causa. Parce que le symptôme renvoie à une maladie et qu'il en est caractéristique, le substantif peut être défini par le C même qui formalisait déjà le sens général de signe, ce qui renvoie à quelque chose d'autre et qui en est caractéristique. Mais dans des contextes assez similaires à l'exemple précédent, on constate que signum est à même de changer de sens. C'est le cas lorsque les signa morbi deviennent des signa mortis. Dans une occurrence extraite de Lucrèce, les signa décrits par le poète ressemblent fort à des signa morbi et ce d'autant plus qu'il est question de la peste d'Athènes. Multac praeterea mortis tum signa dabantur. Perturbata animimam in maeror metuc triste supercilium, furiosus uoltus et acer, sollicite poro plenex honoribus or, Creber spiritus oingens raroc cortus, sudorisque madins per colum splendidus humor, tenuias puta minuta, crossi contacta color salsac, per fos roca uix editatusi. Lucrèce, VI, 1182 à 1189. Et de nombreux signes annonçant la mort se présentaient alors en plus. Un esprit troublé dans le désespoir et la crainte, le sourcil sévère, le visage furieux et acerbe, les oreilles également troublées et remplies de bourdonnements, une respiration précipitée ou longue et se produisant rarement, les gouttes luisantes de la sueur coulant sur le cou, des crachats ténus, minuscules, contaminés du fait de leur couleur safran et salée, extirpés avec peine de la gorge par une tourreau. Les symptômes de la peste. L'esprit troublé, une respiration longue et rare, les gouttes de sueur, le sourcil sévère, deviennent des signes d'une mort certaine, les pestiférés n'étant pas encore morts, le syntagme signa mortis ne signifie pas signe de la mort, c'est-à-dire des signes qui indiquent qu'une personne est morte, mais signe annonçant la mort. On trouve un exemple comparable dans un extrait des Géorgiques. Il est cette fois-ci question d'animaux malades. Le génitif adnominal mortis, que l'on trouvait chez Lucrèce, est ici remplacé par le syntagme prépositionnel ant exitium. La précision temporelle apportée par ce complément circonstanciel indique que les signa ne sont pas, encore une fois, simplement les signes que le cheval est malade mais plutôt qu'il va mourir.
L'abitur in felix studiorum atque immor herbae Victor Eco fontis cavertitur repet terram, crebra ferit, demi-seor. Incertu ibidem sudor et ilquidem morituris frigidus, are pellis et ad tactum tractanti dura resisti. Aec antexitium primidant signadibus. Virgile Georg. 3 498 à 503. Il tombe, malheureux dans ses efforts et oublieux de l'herbe, le cheval victorieux, et il se détourne des sources et frappe fréquemment la terre de son sabot, les oreilles pendantes, et à cet endroit coule une sueur inquiétante et qui plus est celle-ci devient froide pour ceux qui vont mourir, sa peau est sèche et dure, elle résiste au toucher à celui qui la palpe. Tels sont les signes précurseurs qui s'offrent dès les premiers jours avant la mort. Dans ces deux occurrences, les symptômes annoncent donc un événement, ici la mort, et servent de ce fait pour un pronostic et non plus pour un diagnostic, comme c'était le cas pour le premier exemple cité de Virgile. Signum a pris le sens de signe précurseur. Aussi une nouvelle définition du sens, un nouveau sémème de signum, s'impose-t-il pour les deux dernières occurrences, signe, caractéristique, d'un événement futur. J.P. Egon 2003 a commenté ces deux passages poétiques ainsi que les vers précédant chacun des deux, dans son article intitulé « Météorologie et épidémie », où il montre de quelle façon les poètes ont lié les épidémies à l'état de l'atmosphère. Lucrèce et Virgile ont tous deux mis en rapport la présence d'un air inhabituel avec l'arrivée imminente d'une épidémie, de la peste pour le premier et de l'épizootie du norique pour le second. Ce lien entre la météorologie et la médecine perdurera dans la mesure où, comme nous le verrons, le sens de signum, lorsque le lexème désigne un signe météorologique, signifie à nouveau signe précurseur. Dans le contexte médical, signum oscille donc entre les sens de signe et de signe précurseur, constat que l'on peut de nouveau faire pour un traité de médecine à proprement parler comme le De Medicina de Cels. 1.2. Signum dans le De Medicina de Cels. Au premier abord, et si l'on s'en tient au chapitre 2 à 8 du livre 2 de Cels, on constate avec Imazzini 1999/61, que pour l'auteur latin, le signum sert avant tout à établir un pronostic alors que les auteurs hippocratiques employaient ces mots aussi bien dans le cadre d'un diagnostic que dans celui d'un pronostic. Acessi circa septimum diem teil escoepi, in proximum et, utis circa quartum decimum diem deceda, nisi alia signa missiora peora accessorint. Quae quo iora groiora subsecuta sunt, uel seriorem mortem uel maturiorem dénonciant. Cels met 2 6 9. Mais si environ au 7e jour, l'un des deux se présente, il est probable que le patient meure à peu près au 14e jour sauf si d'autres symptômes surviennent, meilleurs ou pires, et ces signes qui ont suivi selon qu'ils ont été plus légers ou plus pénibles, annoncent une mort soit retardée soit imminente. L'exemple fait apparaître le verbe denuntiar qui comporte un sème, futur ou à venir. Mais ce sont avant tout des épithètes de signum qui montrent que le substantif est employé dans le cadre d'un pronostic, ce que l'on constate à nouveau dans l'exemple suivant. Simulier a partuement dolores abet, nec alia praeterea signa mala sunt, circa uaesensimum diem o sangi per nares erumpet, ou in inferioribus partibus aliquid absede. Cels met 2 7 8. Si après l'accouchement, une femme a de violentes douleurs et qu'il n'y a pas en plus d'autres mauvais symptômes, le 20e jour environ, soit le sang jaillira des narines, soit quelque chose se formera en abcès dans les parties inférieures. Enfin, s'il est vrai que dans le livre 2 du De Medicina, Cels semble ne s'intéresser qu'au pronostic, nous pouvons toutefois rappeler un exemple du livre 5, cité par Imazzini, 1999/61, dans lequel signum désigne un symptôme dans le cadre d'un diagnostic, celui du cancer. Omnis autem cancer non solum ide corrumpi quod occupavi, sed etiam serpi, daendalis aliis signis discernitur. Cels med. V 26 31b. Or, tout cancer ronge non seulement ce qu'il a d'abord attaqué, mais il se propage aussi. Ensuite, on le décèle par divers symptômes. Dans ces 3 extraits de Cels, signum signifie tour à tour signe précurseur et signe. Encore une fois, soulignons que seule l'influence du contexte médical nous invite à traduire par symptôme. 1.3. Signum dans le vocabulaire météorologique. Si dans le contexte médical, signum oscille entre le sens de signe
et l'acception restreinte de signes précurseurs, il ne semble pas en être de même quand il entre dans le vocabulaire de la météorologie. Commençons par souligner avec J. Soubiran, 2003/49, que les anciens comprenaient par météorologie la prévision du temps, et non l'étude scientifique des phénomènes atmosphériques. De nombreux passages du De Divination de Cicéron donnent des exemples de signes qui ne relèvent pas de la divination, mais de la météorologie. Ainsi, la nature peut elle-même donner des signes du futur comme les signes de changement de temps. Ateki ne illa quidem divinantis es disebauentos o imbrin pendant quibusdam presentaier signis, in quo nostra caedam aratea memoraiter at pronunciata sunt, etiae ipsa fortuita sunt, plerumque uniem non semper union. Cicéron Diu 2:14. Mais tu disais que prévoir, grâce à certains signes, des vents ou des pluies imminents n'était pas non plus de l'ordre de la divination, et à ce sujet tu as cité de mémoire certains de mes aratea, même si ces phénomènes mêmes sont le fruit du hasard, car ils se produisent la plupart du temps. Le verbe presentaier, dont le complément de moyen est l'ablatif signis, fait clairement apparaître le rôle du signe. Il annonce, car l'habitude permet de lier tel signe à l'arrivée imminente de tel phénomène atmosphérique. La présence d'exemples de signes météorologiques dans cet ouvrage consacré à la divination n'est guère étonnante dans la mesure où un rapport est constamment établi entre ceux-ci et les signes divinatoires. Ainsi, J. Cani Turpin, 2003/367, rappelle les différents éléments qui permettent aux frères de Cicéron, Quintus, d'affirmer que les faits météorologiques sont ceux qui se rapprochent le plus des signes de la divination. La foudre, le tonnerre et les oiseaux sont considérés comme des signes dans les deux domaines. Repérer les signes et reconnaître leur concordance avec le fait signalé sont rendus possibles par l'habitude. Il est inutile d'enquêter sur les causes, car l'accomplissement du fait annoncé suffit à l'intelligence. En outre, même si Marcus, dans la deuxième partie du traité, s'applique à contredire son frère, il ne conteste pas vraiment ce rapprochement entre les deux arts, mais constate une différence essentielle selon lui. Ceux qui pratiquent les prévisions météorologiques sont des experts dont le champ d'application est défini, contrairement à ceux qui s'adonnent à l'art divinatoire. Les signes météorologiques sont donc des signes précurseurs, et leur caractère habituel et répétitif permet d'entrevoir le phénomène qui va les suivre, comme ce sera le cas selon Quintus pour les signes divinatoires. Par conséquent, dans les exemples précédents, il s'agit de la même acception que l'on trouvait dans le contexte médical lorsque signum faisait partie d'un pronostic. Mais dans le vocabulaire technique de la météorologie, on observe que signum est systématiquement lié à l'idée de futur et de prédiction. Il signifie donc à chaque fois signe précurseur. 2. Signum dans le contexte de la divination. Signum entre dans le vocabulaire de la divination à partir de l'époque cicéronienne. Aussi, pour plus de simplicité, limitons-nous notre étude aux emplois du De Divination de Cicéron. Ce traité met en évidence une influence de la pensée grecque. L'auteur y confronte deux points de vue sur la divination, ceux des personnages représentant son frère Quintus et lui-même Marcus. Le premier puise dans les exemples stoïciens pour prouver que la divination, en tant que pressentiment et connaissance de l'avenir, existe. Il distingue deux types de divination. La divination naturelle, celle des oracles et des songes dans lesquels les dieux s'expriment directement, et la divination artificielle, celle des astrologues et des devins. Seule la première ne peut induire en erreur. Le second locuteur, Marcus, ferme partisan des traditions religieuses romaines, affirme que même la divination naturelle n'est pas fiable. Quid? Quod alice oibus utintur, alice signis, alite obseruant alia respond, non esse fatri partim orum errore susceptum es, partim superstition multa folendo. Cicéron Diu 2:83. Et quoi? Parce les uns et les autres utilisent des oiseaux différents, des signes différents, qu'ils observent des phénomènes différents, qu'ils donnent des réponses différentes, n'est-il pas nécessaire d'avouer que cela est dû en partie à leur erreur, en partie à la superstition et beaucoup à la tromperie? Et si elle n'est pas fiable, c'est qu'elle prétend prévoir l'avenir à partir de signes envoyés par les dieux, ces signes dont parle Quintus dans le passage suivant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.